le représentant Bégiche de l'Alaska, le représentant Oble du Tennessee, la représentante Kittus du Nevada et le représentant Moskowitz de Floride. Il n'y a pas d'objection. Je me reconnais la parole afin de faire une déclaration liminaire. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette audience concernant les révélations sur les PAN. Trop longtemps, la question des phénomènes anormaux non identifiés, communément appelés PAN, a été entourée de secrets, de stigmatisation et, dans certains cas, tout simplement rejetée. Aujourd'hui, je veux affirmer clairement qu'il ne s'agit pas de science-fiction ni de susciter des spéculations. Il s'agit de sécurité nationale, de responsabilité gouvernementale et du droit du peuple américain à la vérité. J'ai désormais parlé à plusieurs lanceurs d'alerte issus de l'armée, y compris à propos du fameux incident de la base aérienne d'Eglin. Cet incident s'est produit lorsque moi-même, l'ancien représentant Martin Gaetz, ainsi que le représentant Burchett, avons donné suite à une information provenant de plusieurs pilotes de l'US Air Force en service actif qui affirmaient que l'US Air Force dissimulait des activités de PAM sur la base aérienne d'Eglin. Nous avons entendu plusieurs lanceurs d'alerte, en particulier des pilotes militaires, expliquer que la raison pour laquelle ils ne se manifestent pas publiquement est la peur de perdre leur statut de pilote et potentiellement leur carrière. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas protéger notre espace aérien si nos meilleurs observateurs sont réduits au silence. Nous ne pouvons pas faire avancer la science si nous refusons de poser des questions. Et nous ne pouvons pas maintenir la confiance dans le gouvernement si nous laissons le peuple américain dans l'ignorance. Le Congrès a déjà tenté de résoudre ce problème. Le Congrès a essayé de créer des canaux officiels via le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, également appelé ALERO, et l'inspecteur général de la communauté du renseignement, afin que les membres des forces armées et les responsables puissent faire des révélations. Mais en réalité, les rapports qui arrivent sont souvent écartés, traités avec lenteur ou accueillis avec scepticisme, plutôt que de faire l'objet d'une enquête sérieuse. Récemment, l'ancien directeur d'ALERO, connu sous le nom de Sean Kilpatrick, a attaqué nos témoins et les membres de cette commission. Il convient de noter qu'il est un menteur avéré, ce qui remet en question le véritable but de sa présence à ALERO, si ce n'était pas pour faire le suivi des enquêtes et communiquer ses conclusions aux membres du Congrès. Un ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement, Chris Mellon, a décrit un rapport, publié par ALERO. Ce rapport n'a trouvé aucune preuve qu'une enquête du gouvernement américain, une recherche académique sponsorisée ou un comité d'examen officiel ait confirmé qu'une observation de PAN représentait une technologie extraterrestre. Comme le rapport gouvernemental le plus truffé d'erreurs et le plus insatisfaisant que je me souvienne avoir lu après des décennies de service public. Mellon a également souligné qu'il s'agissait du premier rapport d'ALERO soumis au Congrès sans l'approbation du directeur du renseignement national. Et, apparemment, il a exclu toute contribution de chercheurs ou d'experts ayant étudié ou écrit de manière approfondie sur ce sujet, ce qui serait pourtant la norme dans tout autre cas dans ce domaine. Mellon a estimé que ce rapport n'a pas rempli le mandat du Congrès auquel il était soumis. Il a omis des agences entières connues pour leurs enquêtes ou activités liées au PAN et n'a abordé aucune discussion sur les efforts visant à dissimuler des informations classifiées ou non classifiées concernant les PAN. De tels efforts ne sont pas abordés dans le rapport, malgré l'existence de dossiers et d'enquêtes d'agences qui les confirment, y compris celles des États-Unis. Douane et protection des frontières. Si nous mettons en place des bureaux et des organes de surveillance uniquement pour qu'ils deviennent des cimetières à témoignages, ou pire encore, des subterfuges pour faire semblant d'enquêter, alors qu'en réalité, il n'y a eu aucun suivi, alors nous ne faisons pas notre travail. Ces derniers mois, le Congrès a également été confronté à des preuves qui mettent en évidence des technologies qui, à notre connaissance, dépassent nos capacités actuelles. Il est de notre devoir, en tant que représentants élus, de suivre les faits où qu'ils nous mènent et de veiller à ce que ces faits ne soient pas empérés sous des étiquettes de classification ou des excuses bureaucratiques. Je m'appelle Jeffrey Nizatelli. Je suis un ancien officier de police militaire avec 16 ans de service actif aux États-Unis. Force aérienne. Je suis ici aujourd'hui parce que le peuple américain a à la fois le droit et la responsabilité de connaître la vérité sur les phénomènes aériens non identifiés. Cette vérité reste cachée, classifiée et réduite au silence par la peur, la répression, la stigmatisation et la confusion. Aujourd'hui, nous sommes ici pour aider à briser ce silence. Entre 2003 et 2005, 5 incidents de PAM ont eu lieu à la base aérienne de Vandenberg, qui abrite le projet national de défense antimissile, une priorité absolue pour la sécurité nationale. À l'époque, nous procédions à des lancements jugés par le National Reconnaissance Office comme les plus importants des 25 dernières années. Ces lancements étaient historiques. Ces installations étaient vitales et elles ont été à plusieurs reprises visitées par des PAM. Chaque incident a été observé par plusieurs membres du personnel, documenté, enquêté et signalé à la chaîne de commandement. Nous avons transmis les informations vers le haut, mais nous n'avons reçu aucune directive sur la façon de gérer ces événements. J'ai personnellement été témoin de l'un de ces événements et j'ai enquêté sur d'autres au fur et à mesure qu'ils se produisaient. 6 autres membres des forces armées m'ont fourni les informations que je vais partager avec vous aujourd'hui.
Les incursions ont commencé le 14 octobre 2003, lorsque des sous-traitants de Boeing ont signalé un immense carré rouge lumineux planant silencieusement au-dessus de 2 sites de défense antimissile. Après plusieurs minutes, il a dérivé plus à l'est, au-dessus de la base, puis a disparu derrière les collines. Cet événement, désormais connu sous le nom de « carré rouge de Vandenberg », a été mentionné par la représentante Luna lors de la première audition sur ce sujet. Les dossiers officiels de l'US Air Force concernant cet événement sont en leur possession. Par Arrow et le FBI. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais de service, des agents de sécurité sur un site de lancement critique ont signalé un objet lumineux se déplaçant rapidement au-dessus de l'océan. J'ai répondu à l'incident. Le chaos a éclaté à la radio alors que l'objet s'approchait rapidement. J'ai entendu mes amis crier « Il vient droit sur nous, il vient droit sur nous, et maintenant il est juste là ». Quelques instants plus tard, je les ai entendus dire que l'objet était parti à toute vitesse et avait disparu. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai parlé à 5 témoins bouleversés qui ont décrit un immense engin triangulaire, plus grand qu'un terrain de football, qui est resté en vol stationnaire, sans bruit, pendant environ 45 secondes au-dessus de leur point de contrôle d'entrée avant de s'éloigner à une vitesse impossible. Environ une semaine plus tard, une autre patrouille a signalé une lumière au-dessus de l'océan qui se comportait de façon erratique. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un avion non signalé, ils ont déclaré une situation d'urgence et une force d'intervention armée a été dépêchée. Avant que les forces n'arrivent, l'objet est descendu et a soit atterri, soit stationné en vol stationnaire sur notre piste, puis il est reparti à une vitesse impossible. Les témoins de cet événement ont ensuite été menacés et intimidés. On leur a dit de garder le silence et de réfléchir à ce qu'ils rapportaient. Après cela, les choses sont effectivement restées calmes jusqu'à environ 2005. Lorsqu'une autre patrouille a signalé un énorme engin triangulaire, plus grand qu'un C-130, flottant silencieusement au-dessus de l'installation. Il l'a observé pendant quelques minutes. L'objet s'est dirigé vers l'ouest et a disparu dans la nuit. Et puis j'ai eu ma propre rencontre, encore une fois en 2005. J'étais hors service, assis dans mon jardin avec 2 autres policiers lorsque nous avons remarqué quelque chose. Ce qui, au début, ressemblait à un satellite en orbite, mais il ne se comportait pas comme un satellite. La lumière était étrange, elle pulsait, puis elle a commencé à manœuvrer. Elle a perdu de l'altitude, parfois elle disparaissait de notre champ de vision pour réapparaître à un autre endroit dans le ciel, et finalement elle est réapparue à 60 mètres au-dessus de ma maison. C'était une sphère lumineuse d'environ 10 mètres de diamètre. Mes amis et moi l'avons observée un instant, puis elle a doucement accéléré, s'est élevée et a disparu parmi les étoiles. Ces événements ont profondément changé ma vie et celle de mes amis. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire. La question n'est plus de savoir si ces événements sont réels, mais si nous avons le courage de les affronter. Un véritable leadership exige de la vision, la volonté d'affronter l'inconnu avec transparence et détermination. J'en appelle donc au Congrès pour qu'il aide le peuple à concrétiser cette vision. Il y a 3 objectifs. Financer la recherche indépendante et traiter l'étude des PAN avec le même sérieux que n'importe quel autre domaine scientifique. Deuxièmement, mettre fin au secret et à la surclassification. La transparence est le fondement de la vérité. Sans elle, des témoins comme nous sont écartés. Troisièmement, protéger les témoins. Beaucoup gardent le silence par peur pour leur carrière, leur réputation et la sécurité de leur famille. Protégez-les et vous encouragerez d'autres à rejoindre cette cause. Ces phénomènes remettent en question nos croyances les plus profondes sur la réalité, la conscience et notre place dans l'univers. Les explorer peut ouvrir la voie à des avancées révolutionnaires en technologie, en biologie et dans la compréhension humaine. Que ce soit le moment où l'Amérique choisit le courage plutôt que la peur, la transparence plutôt que le secret et le progrès plutôt que la stagnation. Montrons au monde que notre nation dirige non seulement par la force, mais aussi par la recherche sans peur de la vérité. Merci. Je m'appelle Alexandro Bibi. Je suis actuellement en service actif dans la marine américaine, spécialiste des opérations navales, premier maître. Père de 3 enfants et américain dévoué, je témoigne aujourd'hui à titre personnel. Les opinions que je partage sont les miennes et je ne représente pas les positions officielles du département de la marine ou de toute organisation subordonnée. Le soir du 15 février 2023, vers 19h15, heure du Pacifique,
dans la zone d'alerte Whisky 291 au large de la côte sud de la Californie. Je servais à bord de l'USS Jackson. Pendant cette période, je me suis déplacé entre ICC et la passerelle, corrélant les données des capteurs avec les observations visuelles, une de mes responsabilités habituelles pour la gestion de la situation surface et aérienne. Ce que j'ai observé et ce que notre équipage a enregistré n'était pas cohérent avec des aéronefs conventionnels ou des drones tels qu'ils apparaissent sur notre système. Un objet autolumineux en forme de tic-tac a émergé de l'océan avant de rejoindre 3 autres objets similaires. Les 4 ont alors disparu simultanément avec une accélération synchronisée, quasi instantanée. Je n'ai observé aucun bang supersonique ni aucune signature de propulsion conventionnelle, aucune traînée d'échappement, aucun mouvement de surface de contrôle sur le système d'imagerie Saphir. Peu de temps après ce départ synchronisé, les pistes radar ont disparu. Ces observations étaient multicapteurs et ont été enregistrées à l'intérieur de la ICC avec une superposition de l'heure et de la localisation visible sur nos images sources qui ont été rendues publiques par des journalistes. D'après mon expérience acquise au fil des années dans cette région, et conformément à leurs rencontres caractérisées publiquement, des objets non identifiés réapparaissent dans les zones d'opération des États-Unis au large du sud de la Californie. Ce fait à lui seul ne nous dit pas ce qu'ils sont, mais il plaide en faveur d'un signalement systématique sans stigmatisation et pour la préservation des données des capteurs afin que les analystes puissent évaluer avec rigueur les implications en matière de sécurité et de renseignement. Je souhaite souligner 3 points pour la task force et la commission. La sécurité aérienne et maritime. Lorsque les équipages et les vigies observent des objets qui manœuvrent ou accélèrent d'une manière qui ne correspond pas au profil connu, et qu'ils le font à proximité de nos navires et de nos aéronefs, c'est avant tout une question de sécurité. Des listes de contrôle et des formations standardisées devraient garantir que nous capturons les meilleures données possibles des capteurs en temps réel, y compris les radiagières, l'inclinaison, la distance et la portée, des estimations et des instantanés de relèvement, de distance et d'altitude, ainsi qu'un transfert immédiat de la chaîne de conservation pour tout enregistrement, des signalements sans stigmatisation, une protection sans représailles. Les marins doivent savoir que signaler des rencontres avec des PN ne nuira pas à leur carrière. Le Congrès peut aider en renforçant la protection des témoins et en demandant au bureau concerné de maintenir des canaux confidentiels et déstigmatisés pour les membres des forces armées qui se manifestent avec des données. Déclassification et transparence lorsque cela est possible. La mission de déclassification du groupe de travail est directement pertinente ici lorsque la sécurité opérationnelle le permet. Publier des extraits de capteurs avec métadonnées ou au moins un résumé technique améliorerait la confiance du public et accélérerait l'examen scientifique externe. Cela inclut, lorsque c'est possible, la référence spatio-temporelle, les images infrarouges et les paramètres radar nécessaires à une analyse indépendante. Pour être clair, je ne suis pas ici pour faire des affirmations qui dépassent nos domaines de compétences. Je suis ici pour fournir un témoignage direct de ce que j'ai vu, de ce que nos systèmes ont enregistré et pourquoi. C'est important pour la sécurité, le renseignement et la confiance du public. Ma demande à votre égard est pragmatique. Aidez-nous à recueillir, protéger, évaluer équitablement les preuves et à offrir une voie sûre pour que ceux qui portent l'uniforme puissent le signaler. Pour conclure, je tiens à remercier la Commission et le groupe de travail d'avoir organisé cette audition et d'avoir placé cette discussion dans un tel cadre. Un cadre où les preuves peuvent être examinées avec soin et en toute transparence. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Je suis Georges Knapp, journaliste d'investigation en chef à CLA TV à Las Vegas. J'ai commencé à m'intéresser à ce mystère étrange dès 1987 et depuis 38 ans, je l'ai toujours abordé comme une enquête journalistique. Pour moi, il ne s'agit pas de foi ou de croyance, c'est un sujet d'actualité et il est important.
Je suis fier d'être ici aujourd'hui aux côtés de ces témoins, des hommes qui ont vu des choses étranges et qui ont eu le courage d'en parler au monde. Les lanceurs d'alerte et les témoins qui osent s'exprimer sont régulièrement insultés, rabaissés ou pire encore. Ils risquent leur réputation, leur carrière, leurs habilitations, leurs moyens de subsistance et parfois bien plus que cela, voire même leur liberté. Je sais que l'un des objectifs du groupe de travail ici est de trouver des moyens de protéger les lanceurs d'alerte et les témoins. Et c'est une tâche difficile, car beaucoup des choses qui arrivent à des témoins comme ceux-ci sont en dehors du cadre légal. Elles sont commises par des personnes inconnues, comme l'a dit Dave Grush, assis tout en haut de la salle, le sait mieux que quiconque, y compris à cause d'événements récents qui lui sont arrivés. Je voudrais partager quelques éléments que j'ai appris au fil de ce long parcours. Et j'ai soumis la plupart de ces informations par écrit, car j'estime que ma déclaration aujourd'hui prendrait environ 4h30, dont je vais essayer de passer rapidement et d'aborder les points les plus importants. J'ai soumis une déclaration écrite détaillée pour le compte-rendu, et nous allons en aborder une grande partie ici. Mais le public a entendu à maintes reprises, depuis la fin des années 40, qu'il n'y avait rien à craindre ici. Ces engins mystérieux, aperçus par des millions de personnes dans le ciel, dans les océans, au-dessus des terres, ne sont pas réels. Ils ne représentent pas une menace. Les témoins se trompent, ce sont des illuminés. N'y croyez pas. Pour moi, cela a changé. Ce qui m'a captivé, c'est la trace écrite. Des documents qui ont été arrachés au gouvernement américain. Après que la FOIA, la loi sur la liberté d'information, soit devenue la loi du pays. Et ces documents dressent un tableau bien différent de ce que le public, la presse et le Congrès ont entendu pendant de nombreuses années. Les documents provenant du personnel militaire et des services de renseignement, à huis clos, admettent que, je cite, « ces choses sont réelles. Elles ne sont pas fictives. Elles peuvent voler en formation, elles sont furtives et elles surpassent n'importe quel appareil connu, y compris les nôtres. » Le public, bien sûr, comme je l'ai dit, a entendu un tout autre discours. Vous savez, en 1989, j'ai parlé d'un type nommé Bob Lazar qui affirmait avoir travaillé dans une installation appelée EST-4, perdue dans le désert du Nevada, tout près de la zone 51. Il disait qu'il faisait partie d'un programme de rétro-ingénierie. Il affirmait qu'il y avait des engins extraterrestres qui étaient démontés pour comprendre comment ils fonctionnaient là-bas, et c'était quand même une sacrée histoire. J'avais clairement plongé dans le grand bain, là. Mais depuis toutes ces années, j'ai interviewé des dizaines d'autres personnes et j'ai détaillé leurs témoignages dans la déclaration écrite. Parmi elles, il y a le sénateur Harry Reid, le sénateur Howard Cannon, lui aussi du Nevada, un certain Al O'Donnell, qui a été le premier directeur général de GAMP, Geo-Nevada, la société qui gérait le site d'essai du Nevada, où des centaines d'armes nucléaires ont explosé. Il y a aussi un homme nommé James Wikatsky, qui a été scientifique de carrière à la Defense Intelligence Agency. C'est lui qui a lancé un programme appelé OSAP, le programme d'application des systèmes d'armes aérospatiales avancées, qui est, à notre connaissance, le plus grand programme OVNI reconnu jamais financé par le gouvernement américain. Ce programme a rassemblé une quantité incroyable d'informations que les membres de cette commission, ainsi que le reste du monde, n'ont pour la plupart jamais vues. La Guyane n'a toujours pas publié 95% de ce qui a été préparé par ce programme, pour un coût de plusieurs millions de dollars. Le seul nom que je souhaite vraiment mentionner lors de cette session, c'est celui de Robert Bigelow. Ainsi, en s'intéressant à la question des récupérations d'épaves et de la rétro-ingénierie, alors que le programme OSAP était en cours, le contractant de la DIA, Robert Bigelow, basé à Las Vegas, a tenté audacieusement d'obtenir une preuve physique de crash d'OVNI. Il a été largement rapporté et soupçonné que Lockheed Martin est l'un des sous-traitants de la défense, qui a détenu ces objets. Ils les ont gardés secrets et ont essayé de comprendre comment ils fonctionnent. J'ai confirmé cela officiellement. Robert Bigelow et un collègue de confiance de l'OSAP ont rencontré et négocié avec des cadres supérieurs de Lockheed Martin, et ils ont conclu un accord selon lequel la société de Bigelow, BASS, recevrait une certaine quantité de matériaux inhabituels qui avaient été mis de côté et protégés dans une installation en Californie. Ce matériau n'a pas été fabriqué ici. Je voudrais maintenant passer au dossier russe, parce que cela allait être en quelque sorte le point central de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Au début des années 90, je suis allé en Russie, j'ai rencontré plusieurs de leurs responsables de la défense, du ministère de la Défense et d'autres, qui m'ont confirmé que la Russie faisait la même chose que les États-Unis, c'est-à-dire étudier secrètement les ovnis tout en affirmant publiquement quelque chose de complètement différent. Les documents et entretiens que j'ai obtenus et que j'ai maintenant partagés avec ce groupe de travail montrent que l'URSS a lancé ce qui est presque certainement la plus grande enquête sur les ovnis et PAN au monde. La première phase de cela a été l'envoi d'un ordre à l'ensemble de l'empire militaire soviétique. Chaque unité,
Si vous voyez quelque chose d'étrange dans le ciel, un engin, une sphère, quelque chose d'inhabituel, vous deviez rassembler toutes les preuves, recueillir les témoignages des témoins, chercher des preuves matérielles, et toutes ces informations étaient centralisées dans un seul programme au ministère de la Défense. Des milliers et des milliers de ces rapports ont afflué. Beaucoup d'entre eux étaient d'abord transmis au KGB, puis renvoyés vers un autre programme qui a suivi cet effort de collecte, appelé Thread 3. Et Thread 3 était un programme d'analyse. Nous avons fourni au comité les documents sur ce qu'ils essayaient de faire. Et en gros, ils essayaient de construire leurs propres ovnis. Ils utilisaient les informations issues de leurs observations et de leurs études pour tenter de comprendre la technologie. Le responsable de ce programme, le colonel Boris Sokolov, m'a dit que leur objectif était essentiellement de développer une technologie qui serait supérieure à tout ce que nous avions en se basant sur ce qu'ils apprenaient des ovnis. Monsieur Knack, juste pour gagner du temps, si j'ai bien compris, aviez-vous quelque chose que vous vouliez soumettre au Congrès pour que ce comité puisse l'examiner? J'ai déjà soumis ces documents. Souhaitez-vous diffuser une vidéo? Avez-vous une vidéo que vous aimeriez montrer? Je ne pense pas que ce soit à moi de la passer. Non, c'était. Oui, la vidéo d'Alexander. D'accord, vous pouvez la passer. Il peut la commenter. Très bien. Dans le but de montrer cette vidéo à tous les membres du groupe de travail, nous aimerions la diffuser maintenant. Bien sûr. Celle-ci a décollé plus tôt. Si on peut couper le son rapidement. Monsieur Wiggins et Monsieur Knapp, nous reviendrons sur ce qu'était cette vidéo dans un instant, mais nous voulons juste nous assurer qu'elle a bien été versée au dossier, ainsi que tous les documents. Celles-ci pourront être consultées publiquement par tout le pays. Si nous pouvons, Monsieur Knapp, nous allons poursuivre la série de questions, mais je vais passer à Monsieur les déclarations liminaires de Borland. Je m'appelle Dylan Borland, ancien spécialiste du renseignement géospatial aérien pour l'US Air Force, en service actif de 2010 à 2013. J'ai également travaillé chez BA States et Intrepid Solutions en tant qu'analyste principal, expert dans l'analyse de vidéos, de radars et d'images électro-optiques avancées, pour l'identification officielle de l'ordre de bataille aérien, ainsi que de l'ordre de bataille naval et terrestre. Je suis un lanceur d'alerte fédéral, ayant témoigné à la fois devant l'ICIG et l'AERO, avec une connaissance directe et une expérience de première main d'engins et de technologies qui ne sont pas les nôtres et qui opéreraient apparemment sans supervision du Congrès. En raison de ma connaissance directe de la réalité de certains programmes UAP hérités, ma carrière professionnelle a été délibérément entravée et j'ai subi des représailles continues de la part d'agences gouvernementales pendant plus de 10 ans. De 2011 à 2013, j'étais en poste à la base aérienne de Langley, en Virginie, menant des opérations 24H24 avec des véhicules aériens habités et non habités pour les forces d'opération spéciales dans le cadre de la guerre mondiale contre le terrorisme. Durant l'été 2012, mon équipe était en alerte à cause de la météo et je suis retourné à ma caserne sur la base. Et vers 1h30 du matin, j'ai vu un triangle équilatéral d'environ 30 mètres de côté décoller près du hangar de la NASA sur la base. L'appareil a perturbé mon téléphone, ne produisait aucun son, et le matériau dont il était fait semblait fluide ou dynamique. Je suis resté sous cet engin triangulaire pendant quelques minutes, puis il est monté rapidement à l'altitude des avions de ligne en quelques secondes, sans provoquer la moindre perturbation cinétique, ni bruit, ni déplacement d'air. Quelques années après cette expérience, j'ai eu accès à des informations classifiées du programme de récupération d'épaves UAP grâce à un poste sensible que j'occupais dans un programme à accès spécial. Pendant cette période, des officiers du renseignement sont venus me voir, craignant pour leur propre carrière, évoquant des fautes professionnelles au sein de ces programmes et des représailles similaires, ce que j'étais déjà en train de subir à ce moment-là. Ces problèmes incluent des fautes médicales commises par le personnel des anciens combattants, le refus de reconnaître le travail que j'ai accompli pendant mon engagement dans l'US Air Force, la falsification de documents d'emploi manipulés, le harcèlement au travail, y compris des collègues à qui l'on ordonnait de ne pas me parler, la manipulation de mon habilitation de sécurité par certaines agences, le blocage, le retardement et, finalement, la suppression de ma capacité à être employé au sein de la communauté du renseignement.
Les représailles auxquelles je fais face, ainsi que celles subies par des personnes que je connais et qui ont travaillé dans ces programmes, sont ce qui m'a convaincu, en mars 2023, de devenir lanceur d'alerte. Je me suis manifesté par souci pour la vie des gens et pour m'assurer d'avoir tout fait pour que nos représentants élus connaissent la vérité sur ce qui se passe réellement au sein de la branche exécutive. À la fin du mois de mars 2023, j'ai accepté de rencontrer Arrow suite à la suggestion d'autres responsables fédéraux, parce que je croyais que c'était ce que notre nation attendait de moi. J'avais des réserves concernant Arrow, en raison des évaluations qu'il rendait publiques à l'époque, qui déformaient la vérité. À cause de ces préoccupations, je n'ai pas partagé d'informations sur les sources et les méthodes afin de protéger le personnel fédéral informel actuel qui avait été directement exposé à des technologies d'origine inconnue. Je ne voulais pas que qui que ce soit subisse d'autres représailles au-delà de ce qu'ils avaient déjà enduré. Et malheureusement, un membre du personnel a fini par avoir des ennuis à cause de cela. Après que David Grush a témoigné sous serment à l'été 2023 et a fait des révélations historiques, on m'a alors demandé d'aller voir l'ISIG, ce que j'ai fait en août 2023. Il est vite apparu, dès mon entretien d'admission, qui a été enregistré en vidéo sous serment, que l'objectif était uniquement d'évaluer ce que je savais et non d'ouvrir une enquête à partir des nouvelles informations que je leur avais fournies. Les conséquences de cette plainte auprès de l'IG me troublent encore aujourd'hui. Depuis ma plainte auprès de l'ISIG, on m'a empêché de reprendre mon emploi précédent et je peux confirmer que je suis toujours mis sur liste noire par certaines agences de la communauté du renseignement. De plus, plusieurs agences ont tenté des attaques de phishing pour évaluer ce que j'avais divulgué à l'inspecteur général, y compris en me demandant de révéler les détails de ma plainte à l'ISIG. Lors d'un test au polygraphe CI pour un poste sans rapport avec les questions d'OVNI ou de PAN, aussi récemment qu'en novembre 2024. Alors que je suis assis devant vous aujourd'hui, moi et de nombreux autres lanceurs d'alerte n'avons aucune perspective d'emploi, aucun avenir professionnel prévisible dans une nation que chacun d'entre nous s'est levé pour défendre. De nombreuses personnes se sont manifestées de différentes manières pour révéler la réalité des PAN. En tant que patriotes et défenseurs de notre nation, beaucoup se sentent pourtant rejetés, isolés, sans espoir, séparés du pays qu'ils servent. Les efforts pour remédier à cette situation pour tous les lanceurs d'alerte ont été difficiles et préoccupants, et à mes collègues lanceurs d'alerte ainsi qu'aux responsables qui détiennent ces informations, je vous présente mes excuses. Quelque chose que je n'ai jamais reçu et que je vous offre aujourd'hui. J'ai prêté serment à la Constitution des États-Unis, un serment qui exige la vérité et la transparence pour que notre République démocratique fonctionne chaque jour. Ces vérités restent cachées à nos concitoyens. L'humanité s'éloigne chaque jour un peu plus des principes que notre nation a été fondée pour défendre. Chaque jour où les victimes de crimes commis par des agences et des entreprises qui maintiennent le secret se voient refuser la justice est un jour de plus perdu. Notre Constitution est mise en pièces. En 2023, des patriotes ont fourni à ce comité et à l'exécutif des preuves irréfutables de la réalité des PAM, et je salue votre engagement continu. L'avenir de l'humanité se joue entre voyager vers les étoiles ou régresser à l'âge de pierre avec cette technologie. Ma carrière a consisté à transmettre des informations cruciales aux décideurs. Votre rôle, en tant que représentant élu, est d'agir en conséquence. Le moment d'agir, c'est maintenant. Je vous remercie. Je suis conseillère principale en politique au Project on Government Oversight, une organisation de surveillance indépendante et non partisane qui enquête et dénonce le gaspillage, la corruption, les abus de pouvoir et lorsque le gouvernement ne sert pas l'intérêt public ou réduit au silence ceux qui signalent des actes répréhensibles. Les lanceurs d'alerte sont la première ligne de défense pour éradiquer le gaspillage, la fraude, les abus de pouvoir et la corruption au sein de notre gouvernement. Le Congrès compte sur les lanceurs d'alerte pour pouvoir exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle et d'élaboration des lois. Il est compréhensible que d'anciens présidents des deux partis aient souvent adopté une attitude hostile envers les lanceurs d'alerte. Leurs révélations peuvent embarrasser le président et son parti politique, voire provoquer un scandale national. Mais les lanceurs d'alerte continuent de jouer un rôle essentiel, que ce soit sous des administrations démocrates ou républicaines. Ils aident le Congrès et le public à identifier et à comprendre à quoi ressemble la corruption gouvernementale. Leurs révélations alimentent les enquêtes et nous permettent de traiter les actes répréhensibles et de tenir les responsables pour compte. C'est pourquoi, historiquement, il existe un large consensus bipartisan au Congrès pour soutenir et protéger les lanceurs d'alerte. Agir ainsi protège le pays. Et cela garantit que notre gouvernement est plus réactif et responsable devant le peuple. Le signalement d'irrégularités dans le domaine de la sécurité nationale, en particulier, est une tradition qui remonte à la fondation de notre pays. Et au fil du temps,
Les lanceurs d'alerte dans le domaine de la sécurité nationale et leurs révélations ont eu un impact sur certaines des questions les plus fondamentales, et des questions sur la manière dont nous souhaitons être gouvernés et sur la façon dont notre gouvernement peut mieux servir son peuple. Du rôle que les États-Unis jouent à travers le monde à la responsabilisation des acteurs puissants, en passant par l'éthique et la transparence du gouvernement, les droits humains et les libertés civiles, l'autorité de l'exécutif, le premier amendement, les libertés d'expression et de contestation, la liberté de la presse et l'intérêt du public à son droit de savoir. Malgré ce service public inestimable, lancer l'alerte comporte de grands risques personnels. Les lanceurs d'alerte risquent de perdre leur emploi, leur carrière, leurs moyens de subsistance et leur réputation. Ils peuvent faire l'objet d'enquêtes de représailles, de poursuites judiciaires, voire de graves accusations criminelles. Et ils peuvent subir de profonds dommages mentaux, émotionnels et psychologiques. Tout ce risque pour dire la vérité, pour s'assurer que les agences remplissent leur mission fondamentale et qu'elles servent au mieux les intérêts du peuple. Ceux qui se vengent des lanceurs d'alerte ne violant pas seulement leurs droits légaux. Ils infligent un véritable préjudice à notre gouvernement et trahissent la confiance du public. S'attaquer aux lanceurs d'alerte plutôt qu'à la corruption qu'ils dénoncent gaspille les ressources des agences. Et cela permet en plus à cette corruption de perdurer sans être traitée. Cela peut instaurer un effet dissuasif dans toute une agence, créer un climat de peur et de méfiance, faire taire la contestation et la liberté d'expression et décourager d'éventuels lanceurs d'alerte de se manifester à l'avenir. Les lanceurs d'alerte sont souvent parmi les agents publics les plus dévoués et les plus intègres que nous ayons, car ils sont prêts à se mettre en danger pour faire ce qui est juste. Et le Congrès les a historiquement soutenus, encore une fois, de manière bipartisane. Mais malheureusement, le fait de lancer l'alerte est devenu de plus en plus politisé, le soutien aux lanceurs d'alerte dépendant souvent du parti au pouvoir et de celui qui est politiquement gêné par les fautes révélées. Mais, pour être clair, s'en prendre individuellement aux lanceurs d'alerte risque de saper l'ensemble du processus de signalement. Pogo conseille aux membres du Congrès, de tous bords politiques, de se concentrer sur les preuves, pas sur la personne. Nous aurons toujours besoin de lanceurs d'alerte pour parvenir à un gouvernement qui serve au mieux ses citoyens. Car lorsque des personnes de conscience, d'intégrité et de bonne moralité refusent de s'exprimer, par peur, par complaisance ou par instinct de survie, et laissent la corruption prospérer à huis clos, c'est sans doute le risque le plus dangereux de tous. Si nous voulons vraiment renforcer la transparence du gouvernement et rétablir la confiance du public, nous avons besoin de fonctionnaires engagés envers la vérité. Les lanceurs d'alerte ont besoin de canaux sûrs et efficaces pour faire des révélations légales. Ils ont besoin de protection renforcée contre les représailles. Et lorsqu'ils subissent des représailles, ils doivent avoir une réelle chance d'obtenir réparation. Le Congrès a fait des progrès en adoptant des lois sur les lanceurs d'alerte, et ces lois doivent être mises à jour et élargies afin que les lanceurs d'alerte bénéficient réellement des protections dont ils ont besoin, que les auteurs de représailles soient tenus responsables et que nous puissions atteindre le type de gouvernement que le peuple mérite. Nous exhortons vivement le Congrès à poursuivre sa tradition historique de défense des droits et des protections de tous les lanceurs d'alerte. Merci encore de m'avoir donné l'occasion de témoigner ici ce matin. Pogo s'engage à travailler avec vous et le comité de surveillance pour résoudre ces problèmes critiques. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Ben Borland, dans votre témoignage, vous avez décrit avoir été témoin de la présence de gros engins triangulaires alors que vous étiez stationné à la base aérienne de Langley en 2012. Pouvez-vous expliquer ce que vous avez observé en termes de taille, de comportement et pourquoi vous êtes sûr qu'il ne s'agissait pas d'une technologie conventionnelle? Excellente question, madame. Donc, dans la caserne, sur la base, je vivais dans la caserne. Il y avait un petit fumoir à l'extérieur. J'étais là, au téléphone, en train de regarder vers la ligne de vol, et j'ai vu une lumière blanche apparaître et s'arrêter à environ 100 pieds dans les airs. Je pensais que c'était un ballon météo. J'ai déjà vu des tests de là-bas, en semaine. Vous savez, c'est normal, pas surprenant. J'ai en fait fini ma cigarette et j'ai commencé à marcher vers la ligne de vol. Il y a une piste, et comme j'étais sur 3 mois de travail de nuit, je marchais sur la piste la nuit quand on était cloué au sol à cause de la météo. Et alors que je commençais à marcher vers la lumière, vers la ligne de vol et la piste, la lumière traverse alors la base, traverse la ligne de vol, et en volant vers moi, un triangle apparaît autour de la lumière. Je ne peux pas vous dire si c'était du camouflage actif. Je ne peux pas vous dire si ça s'est matérialisé autour de la lumière, mais je peux vous dire que c'était une lumière blanche. Et puis c'était un triangle. Il s'est arrêté à environ 30 mètres devant moi et à peu près 30 mètres au-dessus de moi. Mon téléphone est devenu extrêmement chaud, il a complètement bugué, mort. Je me souviens à quel point il était épais. Il faisait entre 1 et 2 étages d'épaisseur, un triangle équilatéral. Je n'ai jamais pu voir le dessus et les bords étaient à 90 degrés. 90 degrés.
Il y avait 4 lumières en tout, une à chaque coin et une plus grande au centre, 2 à 3 fois la taille de celle des coins. Mais ce qui était vraiment étrange, c'était l'extérieur. La meilleure façon de le décrire, c'est comme regarder une photo du télescope James Webb, où il y a les couleurs et ensuite le fond noir. Donc l'engin lui-même avait cette peinture noire métallisée à paillettes, mais sur le dessus de l'engin, il y avait cet or. De la lave, du plasma, une sorte de fluide qui coulait par-dessus et autour de l'engin. Je suis resté sous ça pendant environ 2 à 3 minutes, puis la lumière centrale clignote 2 ou 3 fois, sans aucun bruit, et d'un coup, ça file vers le haut jusqu'à au moins l'altitude d'un avion de ligne, à mon avis. Et tout de suite, je ressens de l'électricité statique sur tout le corps, puis je sens cette odeur qu'on a après un orage ou un éclair, cette odeur très forte d'orage d'été. Ça monte à l'altitude de croisière. J'essaie de réinitialiser mon téléphone et à ce moment-là, je ne vois plus que la lumière centrale. Si je ne l'avais pas vu décoller, j'aurais cru que c'était une étoile. Puis ça plane là-haut et ça commence à se déplacer lentement vers l'est, au-dessus de l'océan Atlantique. J'ai finalement réussi à réinitialiser mon téléphone. L'ensemble de l'événement a duré environ. Du moment où j'ai vu la lumière apparaître près du hangar jusqu'à ce qu'elle parte au-dessus de l'océan, il s'est écoulé environ 15 minutes. Pour faire suite à cette question, après l'avoir divulgué ces informations à l'inspecteur général de la communauté du renseignement, vous avez été victime de tentatives de phishing et de mise sur liste noire professionnelle. À votre avis, dans quelle mesure ce phénomène est-il répandu au sein de la communauté du renseignement pour ceux qui expriment des préoccupations concernant les programmes UAP? C'est une question difficile à répondre. Je pense qu'avant David Grush, et que les gens commencent ce processus de sensibilisation à la réalité de ces programmes et à certaines choses que des personnes ont pu observer, c'était probablement extrêmement répandu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un problème, mais comme les gens peuvent venir témoigner devant vous et que certains prennent la parole, je pense que c'est un peu moins répandu. J'espère cependant que les gens continueront, car si tout cela retourne derrière des portes closes, ça va vraiment devenir très moche. Quel type de comportement avez-vous observé de la part de l'ancien directeur d'Arrow, Sean Kirkpatrick, ainsi que de son équipe, en lien avec les informations que vous leur avez fournies? Ont-ils déjà essayé de classer ces informations comme étant de la technologie non humaine? Bonne question. Le problème, c'est que je sais ce que j'ai vécu personnellement. Je sais d'autres choses. Je pense que le personnel d'Arrow que j'ai rencontré en mars 2023, je pense que c'était de bonnes personnes qui faisaient le travail qu'on leur avait demandé de faire. Je n'ai pas rencontré Kirkpatrick. Il n'était soit pas présent, soit il ne voulait pas me rencontrer ce jour-là. Cependant, ils ont réussi à classer informations sur la réalité de ce sujet. C'était très inquiétant car dans mon MFR d'Arrow, ils avaient en fait fait référence à un ancien membre du personnel. C'est lui qui m'a dit d'y aller et il n'aurait probablement pas dû faire ça. Et très rapidement, avant que mon temps ne soit écoulé et que nous puissions passer à un deuxième tour de questions, juste pour que vous soyez tous conscients de l'importance, compte tenu de tout ce que vous avez vu et vécu, de la loi sur la divulgation des TAN de 2025 pour rétablir à la fois la responsabilité publique et la confiance. Je pense que c'est très important. J'espère cependant que la période de 7 ans pourrait être réduite, c'est mon avis, mais c'est très important. La vérité doit être connue. Monsieur Wiggins, je voudrais m'entretenir avec vous. Je trouve votre parcours et votre témoignage convaincants. Quand vous avez vu pour la première fois ce que vous regardiez, quelles ont été vos premières pensées? Mes premières pensées étaient, je pense, que tout ce qu'on m'avait dit et appris étant enfant puis en grandissant n'était plus, vous savez, applicable. Si je peux voir quelque chose qui, selon moi, défie la gravité de cette façon, alors qu'est-ce qui pourrait encore être possible? C'était ma première pensée. Donc, avez-vous pensé que ce que vous regardiez était un programme d'armement dont vous n'aviez pas connaissance? Ou avez-vous pensé que ce que vous regardiez était évidemment une sorte de technologie extraterrestre? Non, aucune de ces deux idées ne m'a traversé l'esprit. Je ne suis pas l'externe. Je pense que je vais être aussi sceptique que tout le monde et simplement espérer connaître la vérité. Vous a-t-il dit ce que vous étiez en train de regarder pour essayer de vous dissuader de ce que vous pensiez que c'était? Non, Personne m'a dit anomalie avec la technologie. Personne n'a fait ça. personne.
Comment pensez-vous avoir été traité lorsque vous avez signalé cette information ou que vous en avez parlé? Vous savez, la vidéo du Tic-Tac est bien connue. C'est largement rapporté. Comment avez-vous été traité? Je n'ai aucun retour négatif, aucun problème. Personne n'est venu me voir ni n'a essayé de me dissuader, dans un sens ou dans l'autre, d'un point de vue militaire. Donc j'ai été traité équitablement et je remercie la marine elle-même de m'avoir aidé à venir ici, de pouvoir témoigner. C'est bien. Alors, selon vous, qu'est-ce que les Américains devraient retenir en regardant votre vidéo? Parce que quand on la regarde, évidemment, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ça défie ce que l'on sait être technologiquement possible. Qu'est-ce qu'on est censé penser? Quelqu'un ment sur quelque chose? Quelqu'un cache quelque chose? Ce n'est pas normal, ce que vous avez vu. Je pense que ce que les Américains devraient se dire en voyant cette vidéo, comme d'autres avant moi, c'est qu'il y a quelque chose là-dehors et qu'en tant que peuple, on devrait savoir ce que c'est. Exactement. Alors, éliminons des possibilités. Donc, ils ne sont pas venus vous dire qu'il y avait une erreur technologique dans ce que vous regardiez. On met ça de côté. Ils n'ont pas dit que c'était cassé. On regarde ça et on voit quelque chose. Soit c'est un programme d'armement rétro-ingénierie par notre gouvernement ou d'autres, soit ça n'appartient à aucun gouvernement et ça ne vient pas d'ici. C'est l'une ou l'autre de ces options. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je suis d'accord, l'un ou l'autre. Qu'est-ce que toi et tes amis en pensez aujourd'hui? Vous en avez tous parlé. Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de votre expérience en tant que groupe? Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on en parle. On ne sait pas ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu a changé nos vies et notre façon de voir les choses. C'était incroyablement profond. L'objet que j'ai vu, je ne sais même pas si c'était un objet. C'était une lumière. C'était une sphère lumineuse. Ça ne ressemblait pas à un engin, mais ça avait l'air solide. Et c'est de ça qu'on parle. On a remarqué l'objet, et c'était un schéma qui se répétait dans toutes les rencontres. Quelqu'un voyait une lumière. Il prêtait attention à la lumière. Et ensuite, l'objet réagissait. Il fait un spectacle pour vous. Et puis il descend et il vous examine. Donc, c'est presque comme s'ils étaient curieux. C'est donc principalement de ça qu'on parle. Vous savez, pourquoi est-ce que c'est venu? Après qu'on l'ait remarqué, peut-être qu'il nous a remarqué après qu'on l'ait vu. Il ne me reste qu'une minute. Knapp, la parole. J'ai regardé tous les documentaires. Vous avez fait, vous et Jérémy, un travail formidable. En général, j'ai plus des questions que de réponses. Je crois que c'est le cas pour nous tous. Et vous faites tous un travail formidable pour informer le public. Pensez-vous que tout cela pourrait être une opération psychologique menée par le gouvernement américain? C'est tout à fait possible. Je veux dire, notre gouvernement et d'autres gouvernements ont reconnu qu'ils ont essayé d'utiliser les ovnis pour couvrir des projets secrets. Mais je pense qu'ils font aussi un peu d'ingénierie inverse de ces affirmations. Donc, des années après que des gens ont commencé à voir des ovnis au-dessus de la zone 51, par exemple, ils inventent une histoire du genre « Ah oui, c'était nous, on a lancé cette rumeur ». J'ai lu dans un grand journal il y a seulement quelques semaines qu'ils avaient lancé cette histoire. Un colonel de l'Air Force est allé dans le désert, s'est rendu dans un bar à Rachel et a donné de fausses photos d'ovnis. Et c'est comme ça que toute l'histoire autour de la zone 51 a commencé, ce qui est absurde. Ouais, et je n'ai même pas encore abordé le sujet du programme de récupération des crashs. Madame la Présidente, il y a tellement de choses. D'accord, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. J'aurais aimé que nous ayons plus de temps. Merci. Je donne maintenant la parole à Anne. Gurchet du Tennessee pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci à la membre de l'opposition croquette. Je vois beaucoup d'amis dans la salle et je vois aussi quelques ennemis, donc je vais essayer de m'en souvenir. Mais c'est un plaisir d'être ici. Je veux aussi rappeler à tout le monde que cette affaire est en cours. On n'obtiendra pas de réponse du jour au lendemain. Certains d'entre vous mènent ce combat depuis 30 ans, voire plus. J'espère qu'on restera concentré sur notre objectif, qui est la divulgation totale. On se laisse un peu emporter par beaucoup de choses, mais le gouvernement détient quelque chose et il doit nous le remettre. C'est nous qui payons leur fichu salaire, vous payez notre salaire, et vous devriez obtenir plus de nous que ce que vous avez actuellement. Et c'est ça qui me dégoûte dans toute cette histoire. Je pense qu'ils essaient juste de gagner du temps avec nous, vraiment. Ils vont nous titiller un peu, ils vont se moquer de nous et essayer de nous détourner de notre objectif, mais je pense qu'on sait où on est. Et c'est pour ça qu'ils nous attaquent, parce qu'on est plus sur la cible. Ma première question est, Monsieur Knapp,
J'ai récemment présenté la loi sur la protection des lanceurs d'alerte concernant les PN pour offrir une protection aux employés fédéraux qui divulguent l'utilisation de fonds publics pour enquêter sur les ovnis. Je n'arrive toujours pas à dire PN. Comment le Congrès peut-il renforcer encore la protection des lanceurs d'alerte? Je pense qu'il faut lâcher les chiens et remonter la piste de l'argent, voir où il va, parce qu'une grande partie de tout ça a été sortie du gouvernement. Comme vous le savez, député, Burchett, ça a été confié à des sous-traitants privés qui l'ont mis de côté. Ils l'ont gardé tellement longtemps qu'il ne reste plus personne au sein du gouvernement, ou très peu, qui sache où il se trouve. Et ils font ça pour nous empêcher d'utiliser la loi FOIA, c'est bien ça? Oui, c'est pour l'empêcher d'être accessible via la FOIA. Et je pense que les sous-traitants qui détiennent ces choses depuis très longtemps fixent eux-mêmes leurs propres règles sur qui a le droit de savoir quoi. Et c'est un tout petit groupe qui parvient à percer ce secret. Je crois que la représentante Luna s'est penchée sur l'utilisation des classifications pour dissimuler des choses. Je ne suis même pas sûr que cette commission, même en obtenant des habilitations de sécurité qui devraient vous permettre d'accéder à ces informations, pourrait vraiment suivre où tout cela va. Ce qui m'inquiète, c'est que les gens qui s'en occupent ne savent même pas ce qu'ils regardent. Je veux dire, ça a traversé tellement d'étapes. Je veux dire, depuis Roswell, par exemple, tu penses qu'il n'y a même plus personne en vie qui ait été impliqué dans tout ça? Je ne pense pas qu'ils aient progressé d'après les personnes à qui j'ai parlé. Je ne pense pas qu'ils aient avancé dans la compréhension de cette technologie. Peut-être qu'ils ont fait quelques progrès. Mais on se demande l'implication, c'est tic-tac. Ah oui, c'est à nous. Ce qui a survolé Washington en 52, ça aussi, c'est à nous. Quand est-ce que vous allez révéler ça? C'est vous qui avez autorisé ça. Des dizaines de milliards, des centaines de milliards de dollars dépensés pour des systèmes d'armes qui ne font même pas la moitié de ce qu'on a vu faire les ovnis. Alors, quand vont-ils révéler tout ça? Si c'est vraiment un projet classifié qui pourrait changer le monde, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup progressé. Je pense qu'ils nous mentent à nous, à vous et au reste du monde, et qu'ils continuent de le faire. Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Comment avez-vous réussi à obtenir les documents russes classifiés sur les PN et comment les avez-vous ramenés aux États-Unis? Eh bien, j'ai rencontré ce physicien russe qui était aux États-Unis. Il donnait une conférence sur... Et je veux clarifier cela. Je ne peux même pas ramener un pot de miel dans mon avion quand je rentre au Tennessee. Alors, j'ai fait quelque chose d'assez stupide. Et j'en suis amer, mais allez-y. J'ai fait quelque chose d'assez idiot. J'ai rencontré ces responsables qui, vous savez, à cette époque, pendant la glasnost, la perestroïka, les Russes essayaient de s'ouvrir au monde, et j'ai vu ça comme une fenêtre d'opportunité, et c'en était une. Et on a réussi à convaincre ces gens de nous fournir des informations que nous n'aurions jamais vues autrement. Une partie de ces informations était classifiée. J'ai découvert qu'ils ne tamponnaient que les premières pages de ces documents qui étaient classifiés, alors je les ai simplement retirés. J'ai enlevé ces pages et je les ai emportées. Et s'ils m'avaient attrapé, je serais toujours dans un goulag. Ouais, nous dirions, qu'est-il arrivé à George Knapp? Qu'est-il arrivé au Russe qui s'est présenté à vous en 1993? Et y a-t-il eu des répercussions pour lui? La première chose qui s'est produite lorsque j'ai parlé de cela après être revenu et avoir parcouru les dossiers et les choses et les avoir passés au crible. Le physicien russe qui nous avait aidé à présenter tous ces gens a répondu et a dit qu'il y avait une énorme éruption, que c'était la vraie droite. Les forces autocratiques qui voulaient un retour de l'URSS s'en sont vraiment pris à ces hommes. Ils les ont décrits comme des traîtres. Nikolai Kapranov, mon ami physicien, a dit « Écoute, si cela s'était produit plus tôt, nous serions en prison. Si cela s'était produit 10 ans plus tôt, nous aurions été fusillés. » Heureusement, à ce moment-là, Poutine n'était pas au pouvoir. Mais aucune des personnes à qui nous avons parlé lors de ce voyage en 1993 n'a jamais accepté de me reparler. Je suis retourné là-bas en 1996 et c'était comme si j'avais la peste. J'ai parlé à d'autres personnes, mais ils avaient peur. Et finalement, l'histoire a été tournée de façon à ce que le ministère de la Défense, les responsables qui nous ont donné ces informations ont été décrits comme des ufologues, qui disaient qu'il n'y avait rien de vraiment significatif dans ces dossiers. Ils n'ont vraiment rien trouvé d'important. Et je peux vous dire, vous verrez ces dossiers que j'ai partagés avec vous. Ils ont bel et bien trouvé des choses. Il y a eu un incident en octobre 1982 au-dessus d'une base de missiles balistiques intercontinentaux où des ovnis sont apparus, observés au-dessus de cette base. Là où les missiles sont pointés vers nous, les États-Unis. Ces ovnis ont effectué des manœuvres incroyables. Ils se sont séparés, ils se sont rassemblés à nouveau. Ils apparaissaient et disparaissaient. Et juste à la fin de cette période de 4 heures,
Les codes de lancement des ICBM se sont allumés. Quelque chose a entré les bons codes. Les missiles ont été activés et prêts à être lancés, et ils n'ont pas pu arrêter le processus. Les officiers russes étaient en panique. Les ovnis sont partis. Ils ont disparu. Le système de contrôle de lancement est revenu à la normale. Le colonel Sokolov et son équipe sont arrivés, ont démonté l'appareil, mais n'ont pas réussi à comprendre ce que c'était. Ce n'était pas une surtension ou des impulsions électromagnétiques, ni l'une des excuses bidons que notre pays a données pour des événements similaires impliquant nos missiles nucléaires. Ils pensaient que c'était un message venant d'où que proviennent les ovnis. Et c'est quelque chose de glaçant. Je veux dire, nous étions à quelques secondes du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, et les ovnis en étaient responsables. Chef Wiggins, d'après votre formation et votre expérience opérationnelle, le comportement que vous avez observé, un objet transmédium disparaissant sans un bruit, peut-il être expliqué par une technologie connue que nous possédons ou que d'autres gouvernements possèdent? Non, ce n'est pas possible. Et est-ce qu'une agence gouvernementale vous a interrogé, vous ou l'un de vos camarades, au sujet de la rencontre avec le PAN confirmé par le OIR et le radar, à bord de l'U.S.S. Jackson? Sam ne l'a fait, non Nadan. Comment s'est passée cette rencontre quand vous en avez parlé? Si vous voulez résumer brièvement, quand vous avez attiré leur attention là-dessus et qu'aucun suivi ne vous a été proposé, à qui l'avez-vous signalé? Et comment vous êtes-vous senti quand personne n'est revenu vers vous? En ce qui concerne l'incident réel qui se produit ou le niveau de signalement, oui, dans le cadre de l'événement, les fonctions consistent à faire rapport à l'officier d'action tactique de garde pendant que nous sommes debout de garde. Donc, l'officier d'action tactique était là. J'ai fait mon rapport. Je n'ai eu aucune discussion en dehors de ce jour-là. Il n'y a eu aucune communication avec moi ni aucune demande de ma part, vous savez, au sein de l'armée. En parlant de cet incident lui-même, une fois le rapport fait à l'officier d'action tactique, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de demander au surveillant individuel qui contrôlait Saphir de pouvoir se diriger vers l'emplacement. C'est ce que vous voyez dans la vidéo elle-même, c'est quand le gardien se déplace et nous montre ce que nous regardons. Le reportage. Je suis allé là-bas. Merci, chef. Juste pour gagner du temps, Monsieur Nizatelli, l'Aéro, l'armée de l'air ou le FBI ont-ils déjà eu des contacts personnels avec vous au sujet de l'événement sur la place Rouge? J'ai eu un suivi par Aéro. Rien avec l'armée de l'air. Le bureau de l'Aéro m'a informé, je crois, au moins 2 fois. Ils m'ont fait savoir qu'ils n'avaient pas réussi à localiser les documents, que ceux-ci avaient été détruits par l'armée de l'air. L'armée de l'air détruit tous ses dossiers de police tous les 3 ans, selon un calendrier. On vous a informé que ces documents avaient été détruits? Bon, d'accord. Donc ils avaient la documentation, l'ont détruite et ont refusé d'interroger les principaux enquêteurs? Y a-t-il eu quoi que ce soit en lien avec cette enquête? Oui, en gros, ils ont détruit tous les dossiers de police. Donc, vous ne pouviez même pas, par exemple, appeler l'armée de l'air pour leur demander s'il y avait eu un accident de véhicule à cette période-là. C'est donc un gros problème. Nous perdons des données en temps réel, nous ne pourrons donc jamais revenir en arrière et effectuer un suivi. Pense notre gouvernement fédéral à détruire des documents? Écoutez, je ne suis pas prêt à conclure que je crois qu'il y a, vous savez, des extraterrestres venant d'une autre planète. Mais je suis ouvert à cela. Et je pense que c'est notre responsabilité, surtout quand on voit que notre gouvernement bloque activement des informations qui nous concernent. Rien que la nuit dernière, j'ai essayé de proposer un amendement à la loi d'autorisation de la défense nationale qui entrait dans la pertinence de ce projet de loi pour obtenir la divulgation des PAN. Et, comme par hasard, il a été jugé non pertinent, principalement par le personnel, même pas par un élu. C'est exactement le genre de choses que l'on voit sans arrêt. L'année dernière, quelqu'un de l'administration de la Chambre nous a empêchés de recevoir un briefing complet d'Arrow. Donc, pas un élu, mais un membre du personnel nous a bloqués. J'en ai assez. Trop, c'est trop. Je veux lancer une vidéo qu'on m'a donnée.
Et avant qu'elle ne commence, je vais la décrire. Elle a été prise le 30 octobre 2024. Cette vidéo montre un drone MQ-9 suivant un orbe ou cet objet au large des côtes du Yémen. Vous verrez qu'un autre MQ-9 a lancé un missile Hellfire. Vous ne pouvez pas voir ce drone. Donc, je ne vais pas vous l'expliquer. Vous verrez exactement ce qu'il fait. C'est à ce moment-là que l'image s'est éloignée, donc on peut toujours le voir se déplacer. Alors, monsieur Knapp, avez-vous déjà entendu parler d'événements comme celui-ci? Et quelles informations pourriez-vous avoir? Oui, j'en ai entendu parler. Des événements comme celui-ci. J'ai entendu parler de cet événement. Jérémy Corbel et moi en avons parlé dans l'un de nos épisodes il y a quelque temps. Mais nous n'avions pas la vidéo, cependant. Il existe des serveurs où se trouve toute une banque de ce genre de vidéos que le Congrès n'a pas été autorisé à voir et que le public n'a pas pu voir non plus. De temps en temps, certaines de ces choses finissent par circuler et arrivent jusqu'à nous. Ça devrait vous être destiné. Le public devrait voir ces choses-là. Et pourquoi vous n'y avez pas droit? Je n'en sais rien, mais ça, c'est un missile Hellfire. Le missile a frappé cet ovni et a simplement rebondi. Et il a continué sa route. Il a continué, et on dirait que les débris ont été emportés avec lui. Ouais, c'est quoi ce truc? Sérieux? Donc, je ne vais pas spéculer sur ce que c'est, mais la vraie question, c'est pourquoi on nous bloque systématiquement l'accès à ces infos. La question, c'est pourquoi on nous empêche constamment d'accéder à ces infos. Et tu as rapporté que James Lukatsky est venu te voir, avec la possession par le gouvernement d'un engin NHI. Et comment ils ont finalement réussi à y accéder? Peux-tu témoigner de la véracité de cette affirmation? Docteur, Lukatsky est un homme honorable qui a passé la majeure partie de sa carrière à la DIA, un scientifique spécialiste des fusées et analyste du renseignement de haut niveau, très respecté, qui a inspiré le programme OSAP, comme je l'ai dit plus tôt. Et pour être totalement transparent, j'ai coécrit 2 livres avec lui. Il nous a balancé ça, à moi et à notre autre co-auteur, sans prévenir. Et il nous a fallu 14 mois pour obtenir l'approbation du DOPS, pour qu'il puisse publier 2 phrases à ce sujet. Il a dit, cet engin, nous avions réussi à entrer à l'intérieur. Il n'avait ni aile, ni rotor, ni queue. Il n'avait pas de carburant, pas de réservoir de carburant. Il ne savait pas comment il volait ni comment il était piloté. Il avait clairement l'air aérodynamique, mais il n'a pas voulu en dire plus. C'est quelqu'un qui suit les règles à la lettre, et tant qu'il n'aura pas l'autorisation d'en dire plus à ce sujet, je ne pense pas qu'on en apprendra davantage. Ce n'est pas à nous. Ce n'était pas à nous. Nous ne l'avons pas fabriqué. Nous ne savions pas qu'il avait fabriqué, comment il avait été construit ni comment il fonctionnait. On en a au moins un, et je pense que c'est déjà une confirmation suffisante qu'on a bien récupéré des disques et des matériaux. Monsieur Knapp, j'ai regardé beaucoup de vos vidéos chez Joe Rogan et ailleurs. L'une des grandes questions, je pense, pour beaucoup d'entre nous, c'est pourquoi pensez-vous que le gouvernement fédéral refuse d'être transparent sur ce sujet? Je pense qu'il y a probablement plusieurs raisons. Au début, quand ces choses ont commencé à envahir massivement notre ciel, nous avons eu peur. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale, et nous ne savions pas ce que c'était, et ils ne voulaient pas affoler la population, et c'était probablement une bonne décision. Avec le temps, je pense que le mensonge est devenu en quelque sorte institutionnalisé, vous voyez. Des survols de Washington, en 1952, ils sont aperçus, captés par radar, des avions de chasse sont envoyés à leur poursuite, puis on nous donne une explication. C'était une inversion de température. Ce genre de mensonge existe depuis longtemps. Ce qu'un enquêteur du Congrès m'a raconté, un certain Richard D'Amato, qui avait été envoyé sur cette affaire par Robert Byrd et Harry Reid, c'est qu'il est venu au Nevada, a essayé d'entrer dans la zone 51, a réussi à y pénétrer, a observé les lieux, a parlé aux gens, essayant de tirer tout ça au clair. Il pensait que ce programme, la rétro-ingénierie, etc., était à l'intérieur, qu'il avait été transféré au sein de ces entreprises. Et il a dit, quand tout cela sortira, des gens iront en prison. Et il parlait des personnes qui, en gros, détournaient des fonds légitimes de la sécurité nationale, des dizaines de milliards de dollars, pour continuer à dissimuler tout ça. Je pense aussi qu'il y a une raison légitime à ce secret,
à savoir qu'il existe un lien indéniable avec la sécurité nationale concernant cette technologie. Si nous nous battons pour maîtriser cette technologie contre les Russes et les Chinois, comme me l'ont dit le sénateur Reid et bien d'autres, alors c'est une course qui est essentielle à notre survie. Il pourrait y avoir une forme de divulgation, je pense. Oui, c'est réel. Cela vient d'ailleurs, sans révéler tous les détails. Cela permettrait à quelqu'un d'autre d'avoir un avantage dans la course à cette technologie. Merci. Notre première question s'adressait à M. Knapp. Comment savons-nous que les fichiers que vous avez obtenus de l'ancien gouvernement soviétique ne sont pas des conneries et qui vous ont été donnés dans le cadre d'une campagne de désinformation contre les États-Unis? C'est une bonne question. J'en ai donc partagé quelques-unes avec la commission du renseignement du Sénat à mon retour, parce que cela a été demandé par les Russes, qui ont partagé certaines de ces informations avec moi. Deuxièmement, j'ai remis tout ce matériel à la DIA via BAS, le programme OSA. Désolé pour les acronymes. Pouvez-vous? Donnez des noms rapidement. Je les ai donnés à Robert Bigelow et à Jim Lukatsky. Et ils ont engagé toute une équipe pour les examiner, les retraduire et les analyser. Et ils ont établi une structure montrant comment les programmes OVNI en URSS et en Russie étaient organisés. Ils ont dit qu'ils étaient réels. L'autre personne qui a affirmé qu'ils étaient réels, c'est David Brosh. Et puis, enfin, Monsieur Borland, lorsque vous avez collaboré avec Arrow en 2023, vous avez noté que leurs déclarations publiques ne correspondaient pas à la réalité que vous et d'autres aviez constatée. Selon vous, quelles étaient les principales limites d'Arrow? Vous savez, je vous le dirai comme ça. La déclaration faite par Arrow concerne des preuves scientifiques d'extraterrestres. Une preuve scientifique nécessite un contrôle scientifique. Un extraterrestre est une entité provenant d'une autre planète. La seule façon de prouver scientifiquement l'existence d'extraterrestres, c'est d'aller sur cette planète, d'acquérir une technologie, de la ramener ici et de la comparer à ce que nous avons. Donc, vous dites qu'ils ne laisseront rien filtrer ou qu'ils ne se manifesteront pas. À moins qu'ils ne confirment cela, à moins d'aller sur la planète et de confirmer son origine. Ce serait une preuve scientifique, oui. Et par cette déclaration, Arrow n'a trouvé aucune preuve scientifique d'extraterrestres. C'est. En gros, je ne veux pas rappeler ça une opération psychologique, mais plutôt une déformation, parce que nous avons des choses. Mais faire cette déclaration n'est pas techniquement un mensonge. C'est une déformation de la vérité complète. Permettez-moi de me tourner vers vous, Monsieur Knapp. Vous avez interviewé de nombreux lanceurs d'alerte sur les PAN au fil du temps. Comment vérifiez-vous leurs affirmations avant de décider qu'elles sont suffisamment crédibles pour en parler? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, vous vérifiez leurs références. Ont-ils vraiment servi là où ils l'ont dit? Et ont-ils travaillé là où ils l'ont affirmé? Y a-t-il d'autres témoins? Existe-t-il des preuves visuelles, des films, des enregistrements, ce genre de choses? Vous demandez aux gens autour d'eux, à ceux qui les connaissent, qui ont travaillé avec eux, s'ils sont crédibles. C'est une façon de faire. Vous savez, je pense à Arrow, l'organisation que cet organisme a créée pour traiter avec les témoins et les lanceurs d'alerte. J'espère que je ne prends pas trop de votre temps, mais ils ont invité des personnes à se manifester, des membres des forces armées qui savaient, avaient vu des choses et vécu des expériences. Et je peux vous dire ceci, les personnes à qui j'ai parlé et qui sont passées par là sont profondément déçues. Il y avait un gars nommé Bob Jacobs, qui était lieutenant rattaché à Vandenberg en 1964. Son unité enregistrait les essais de missiles. Il les enregistrait tous. Lors d'un de ces essais en particulier, un ovni est apparu de nulle part, a tiré ce qui ressemblait à un rayon laser sur ce qui aurait été une ogive factice, une arme nucléaire, et l'a désactivé. Et il est convoqué dans le bureau du commandant. Deux types en costume découpent la partie du film qui montre l'OVNI. Et on lui ordonne de n'en jamais parler. Il se présente devant Arrow, il répond à l'appel, pensant qu'il fait son devoir d'Américain en racontant cette histoire. Et ils l'ont complètement écarté. Ils ont inventé une histoire selon laquelle ils auraient retrouvé la bande originale et qu'il n'y avait rien de tel dessus. En réalité, il n'y avait pas de bande originale. Elle avait été emportée le jour même où elle avait été enregistrée. Il est profondément déçu. Des gens comme Bob Sala, qui avait travaillé sur une base de missiles nucléaires ICBM, qui a vu des ovnis survoler la base et ses silos à missiles ont été mis hors service. Il est aussi allé voir Arrow et il a été complètement ignoré. On dirait presque qu'Arrow fonctionnait comme une opération de contre-espionnage pour faire venir les gens, leur faire raconter leurs histoires, puis les discréditer tous. Je ne peux pas imaginer qu'un lanceur d'alerte ou un témoin puisse à nouveau s'adresser à Arrow à cause de ce qui s'est passé. Sous la direction du premier directeur, aujourd'hui disparu, mais qui semble toujours agir comme porte-parole de cette organisation. Et je dirais, Madame la Présidente, peut-être qu'à un moment donné, nous devons vraiment creuser profondément dans Arrow, et je voudrais nous encourager. Oh. Je serais heureux d'envoyer peut-être une assignation à comparaître à elle. Qui, Patrick, là? Tu vas.
Une autre question pour vous, monsieur. Après avoir enquêté sur cette question pendant tant d'années, quel est, selon vous, le résultat à long terme en ce qui concerne la divulgation de ces informations au public? Parce qu'avec l'avènement d'une caméra vidéo et un téléphone haute résolution dans la poche de tout le monde, à un moment donné, cette information sera impossible à cacher au public. Selon vous, quel est le jeu à long terme ici? Eh bien, le secret est éventé. Je veux dire, combien de vidéos y en a-t-il déjà eu? Vous savez, des vidéos qui ont fuité de l'intérieur de l'armée, des agences de renseignement, des sous-traitants et des plateformes de censure, c'est déjà dehors. Mais ils ont l'avantage, ceux qui ne veulent pas qu'on prenne ça au sérieux, qui rejettent, discréditent les témoins, inventent une histoire de couverture. Je veux dire, et c'est là depuis longtemps. Le public sent bien que c'est réel et les autorités les rejettent. C'est un jeu qui dure depuis très longtemps et je ne pense pas qu'ils le révéleront un jour. Je pense qu'il y a un état d'esprit chez ceux qui sont impliqués là-dedans depuis longtemps, que le public ne mérite pas de savoir, et que le public ne pourrait probablement pas l'encaisser, mais eux, si. Très rapidement, j'aimerais demander au comité de repasser la vidéo que Burleson a montrée tout à l'heure. Je voudrais demander à chaque témoin ici, en particulier à ceux qui ont une formation sur les capteurs ou qui sont capables de reconnaître certains de ces mouvements, de répondre rapidement. Donc, si vous pouvez, lancez-la rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Pendant que ça tourne encore, monsieur, Nisatayi, des réponses rapides par oui ou non. Êtes-vous au courant de quelque chose dans l'arsenal du gouvernement des États-Unis qui puisse fendre un missile à fuir de cette façon? Non. Et faire cette espèce de truc informe, puis continuer sa route? Rien? Rien. Très bien. Et vous, chef Wiggins? Rien à ma connaissance, madame. D'accord. Et vous, monsieur Borland? Je préfère répondre à cela dans une salle sécurisée. D'accord. Est-ce que cette vidéo vous fait peur? Oui, Lingan. Oui. Wiggins? Oui. What? J'ai eu une réaction différente. J'étais vraiment content que ça soit sorti. Merci de nous l'avoir fourni. La curiosité appelle-le. Cher, très bien. Monsieur Borland? Oui pour. D'accord. Très bien. C'est la fin de mon interrogatoire. Chef, j'étais sur un bateau pendant un petit moment. J'ai été matelot artilleur sur l'USS Gettysburg pendant quelques années. La question pour vous est la suivante. Quand vous avez vu, vous avez eu votre rencontre et vous l'avez vu à l'écran. Vous étiez dans le CIC, c'est bien ça? C'est exact. Sur un navire LCS. Le CIC se trouve sur la passerelle, donc rappel ici c'est 1. Mais oui, c'est pareil. Est-ce que plusieurs autres personnes du CIC sont venues voir ce que vous regardiez? Oui, on l'a tous fait. L'officier d'action tactique, moi-même, le RCO, et 2 autres personnes qui étaient de quart. Nous étions tous dans le même espace, donc nous regardions tous l'écran s'afficher en même temps. Parce que dans les autres cas avec les témoins, vous l'avez vu tout seul, c'est bien ça. Monsieur Borland, vous l'avez vu tout seul? Pour moi, oui. Monsieur Nisatayi, vous avez vu ça tout seul? Non, il y avait plusieurs témoins à chaque fois à Vandenberg. D'accord. Combien de temps a duré cette rencontre, chef? Donc, la rencontre elle-même, du moment où je l'ai repérée sur mon radar jusqu'au moment où la vidéo se termine, ça a probablement duré environ 5 à 7 minutes. À quelle vitesse se déplaçait l'objet? Quand j'ai vu pour la première fois, depuis l'aile bâbord de la passerelle, l'objet sortir de l'eau, ce que je pensais au départ n'être qu'une lumière sur l'eau, quelque chose à l'horizon, puis émerger et s'élever dans les airs, là j'ai compris. C'était un contact aérien, mais en tant que contrôleur aérien moi-même, j'ai commencé à réfléchir et à passer en revue, un peu comme ma checklist mentale, est-ce que ça pourrait être un hélico? Mais il n'y avait pas de lumière clignotante. C'est là que j'ai compris que c'était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Donc la vitesse en elle-même, juste pour passer de l'horizon à environ 3000 ou 4000 pieds dans les airs, c'était très lent, ça montait doucement, et puis ça a accéléré. Je ne suis pas un expert pour estimer la vitesse exacte d'un appareil juste à l'œil nu, mais je dirais probablement Mach 1, 2. Mach instantanément pour rejoindre le reste de la formation. Je n'ai pas remarqué visuellement, à l'œil nu,
les 3 autres objets avant de retourner à mon radar et d'utiliser aussi Saphir pour voir qu'en fait, il y en avait bien 4 au total. Et puis encore une fois, quand ils sont tous partis après un certain temps, c'était quasiment instantané. Donc, Vous l'avez repéré d'abord visuellement, chef, puis vous êtes retourné à votre radar, ou bien vous l'avez d'abord repéré au radar? radar d'abord, parce que c'était mon poste de veille. Et ensuite vous êtes sorti sur l'aile bâbord de la passerelle, c'est bien ça? C'est ça, pour vérifier ce que j'avais vu sur mon radar. À quelle distance était-il, chef, quand vous avez pu le voir à l'œil nu? Je dirais environ 7000 nautiques, 7 à 8000 nautiques d'arcée du navire. Merci. Chef Wiggins, vous avez dit qu'il émergeait de l'océan. Est-ce vrai? Oui, monsieur. Et avant cela, c'était un objet brillant sous l'eau? Je ne pouvais pas dire cette partie parce que c'était la nuit, vers 1915, et c'était aussi à distance. Donc, il est très difficile de faire la différence entre quelque chose à l'horizon et quelque chose qui émerge de l'eau. Mais mes impressions personnelles après l'avoir vu, ce que j'ai vu, c'est que ça venait effectivement de l'eau, mais je n'ai pas de preuve visuelle montrant précisément que ça venait bien de l'eau. Mais encore une fois, j'ai dû passer par un processus d'élimination et essayer de comprendre est-ce que c'était un navire à l'horizon? Montrant ces lumières la nuit, mais le voir émerger m'a fait me demander, d'accord, d'où cela venait-il? Si ça vole et que ce n'est pas un drone ou quelque chose du genre, quelle était son origine? Monsieur Knapp, dans votre témoignage et dans ce document, vous détaillez un événement qui s'est produit en Russie où leurs missiles nucléaires ont été activés et nous avons frôlé une 3e guerre mondiale à ce moment-là, ce qui est stupéfiant à entendre. Il est également bon de savoir que, alors que nous avons aussi enquêté sur les dossiers JFK, nous apprenons qu'il existait un document qui a été échangé entre la Russie. Il y avait un accord entre la Russie et les États-Unis selon lequel, s'ils voyaient des objets non identifiés au-dessus de sites sensibles, ils se les signaleraient mutuellement. Connaissez-vous ce document? Oui, je connais aussi la rhétorique publique entre le président Reagan et Gorbatchev à l'époque, où ils échangeaient des déclarations du genre « N'est-ce pas incroyable de penser que, si nous étions menacés par quelque chose venant de très loin, nous pourrions collaborer ?» Je sais avec certitude qu'ils en ont parlé, et je sais que nous l'avons fait aussi. Parvenir à un accord pour essayer de réduire la possibilité que les États-Unis détectent un ovni ou un groupe d'ovnis et ne les confondent pas avec une salve de missiles russes. Il y a eu des échanges de ce genre dans les 2 sens. Oui, et j'imagine bien que, pour moi, la validité de ce document est renforcée par le fait que la Russie ne voudrait pas que cela soit connu. Il ne voudrait absolument pas que le public sache, ni que les États-Unis sachent, qu'il y avait une vulnérabilité dans leur système de missiles. Vous êtes d'accord? Absolument. Et, vous savez, nous avons eu de nombreux incidents similaires dans nos propres installations d'armes nucléaires ici, qui ont tous été plus ou moins étouffés. Mais c'est quand même assez effrayant de mettre hors service 10 silos un missile en période de tension. Et vous n'avez pas de meilleure explication que celle d'un test spécial des mécanismes de sécurité ou l'utilisation dans, ce qui est une explication absurde. À ce stade, je pense qu'il est clair, d'après l'audition, qu'il y a des technologies avancées qui opèrent dans notre espace aérien. La question est, et je l'ai posée lors d'une précédente audition, est-ce que c'est à nous, est-ce que c'est à eux, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Il n'y a peut-être pas de solution miracle pour l'instant. Mais si l'on revient sur l'audition et les preuves qui ont été présentées, si vous deviez indiquer au peuple américain une seule preuve pour commencer leur propre enquête sur ce sujet, que leur conseilleriez-vous, monsieur? Un élément de preuve. Je commencerai par cette audience lors de la première audience. Il n'y a aucune preuve. Mais y a-t-il une preuve spécifique, une vidéo ou un document, qui selon vous donne une crédibilité extrême à ce dont nous discutons aujourd'hui? Je dirais que cette nouvelle vidéo que nous voyons aujourd'hui est une preuve exceptionnelle que nous sommes face à quelque chose. Avec le cinétique? Oui. Monsieur Wiggins? Messieurs, je dirais que si la personne moyenne ici, en Amérique,
regardez absolument tout ce qui est passé à la télévision, sur Internet, etc. On ne peut pas se dire que 100% de ce qui est enregistré est faux ou truqué. À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a autre chose là-dehors. Eh bien, je veux dire, vous soulevez un point intéressant. Vous savez, dans la communauté des forces de l'ordre, chaque fois qu'on mène une enquête, on examine toujours la totalité des circonstances. On regarde toutes les preuves et comment elles s'assemblent. Et donc, ce serait mon conseil, vous savez, au peuple américain, c'est un voyage qui ne fait que commencer d'un point de vue du Congrès, mais vous avez des décennies de données, certaines ne sont pas authentiques, mais beaucoup le sont, et c'est grâce à la présidente Luna. Nous présentons maintenant cela au peuple américain, et je pense que cette dernière vidéo de M. Burleson est quelque chose qui devrait faire réfléchir tout le monde. Lorsque vous voyez les 3 ordres tomber, était-ce dans une posture défensive ou dans une posture offensive? Et quelle capacité avaient ces ordres que nous, très franchement, n'avons peut-être pas? Comme je l'ai mentionné au début de mon discours, ce qui m'a accroché dans cette histoire, c'est la trace écrite, ces documents qui ne devraient pas exister. On nous répète depuis des décennies, à maintes reprises, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une menace. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Et puis, quand la loi sur la liberté d'information, FOIA, entre en vigueur, des milliers de pages qui disent le contraire fuient. Il y a un mémo du général Nathan Twining en 1947, à une époque où le pays était survolé par des dizaines, voire des centaines d'ovnis, dans lequel il disait « Écoutez, ce n'est ni visionnaire ni fictif. C'est réel. Ces choses sont des engins. Ce ne sont pas les nôtres. Ils surpassent tout ce que nous avons. Je veux dire, si vous suivez la trace écrite des documents qu'ils ont rédigés avant que l'armée ne comprenne vraiment que la FOIA existait et ne change son fusil d'épaule en évitant de tout mettre par écrit, c'est assez clair. Je vais revenir sur la Russie. Un incident que je n'ai pas mentionné au représentant Burleson concerne le colonel Sokolov à ce sujet. Un programme du ministère de la Défense a indiqué qu'il y avait eu 40 incidents où des avions de chasse russes avaient été envoyés pour intercepter des ovnis et qu'on leur avait ordonné de leur tirer dessus. Et la plupart du temps, les ovnis filaient à toute vitesse. Mais 3 des pilotes ont effectivement tiré sur ces engins. Ces 3 avions sont tombés en panne et se sont écrasés. 2 de ces pilotes sont morts. Après cela, les Russes ont changé l'ordre permanent. Si vous voyez un ovni, laissez-le tranquille. Aucun pays au monde ne veut dire ni admettre que ces objets volent dans notre espace aérien et qu'on ne peut rien y faire. Je veux dire, qui voudrait dire ça? Les États-Unis. Certainement pas. Les Russes non plus, d'ailleurs. Et je dois être presque à court de temps, mais monsieur. Berlin, alors vous, monsieur. Très vite. Oui, pour être honnête avec vous, je pense à Bob Lazar, et pas pour les raisons dont la plupart parleraient, principalement parce que Bob Lazar a été immédiatement discrédité. Ils ont dit qu'il n'avait jamais travaillé là où il travaillait. Ils ont dit qu'il n'avait jamais fait ce qu'il avait fait. Et pourtant, Bob Lazar est arrivé avec un groupe d'amis et une caméra vidéo et a filmé ses vols d'essai au milieu du désert. Il savait donc clairement quelque chose. Dylan, sachant que vous avez témoigné à Arrow, font-ils preuve d'illusion lorsqu'ils prétendent n'avoir découvert aucune preuve d'être, d'activité ou de technologie extraterrestre? Et mentent-ils au public américain? Comme je l'ai dit auparavant, c'est une manipulation de la perception du public. L'affirmation selon laquelle il existe des preuves scientifiques de l'existence d'extraterrestres est une affirmation vraie. Ce n'est pas la vérité sur ce qui se passe et sur ce que nous avons. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait commenter davantage à ce sujet? Monsieur Knapp, vous devenez nerveux. C'est jouer sur les mots. Aucune preuve qu'ils soient des extraterrestres. À quoi ressemblerait cette preuve? Un morceau de kryptonite? Qu'est-ce que ce serait? Je veux dire, on pourrait parler de différentes formes d'intelligence non humaine. Je pense que le paradigme dominant, c'est qu'ils viennent de l'espace, d'ailleurs, et qu'ils ont un moyen de traverser ces distances immenses, que nous ne pouvons même pas imaginer faire. Mais ce n'est pas forcément la réponse. Donc, demander une preuve d'extraterrestre. Ce n'est peut-être pas du tout la solution, c'est couper les cheveux en 4. Vous savez, on ne sait pas d'où ils viennent. Je ne connais personne qui connaisse la réponse avec certitude. Ils les appellent des extraterrestres, juste comme un mot de remplacement, une sorte d'étiquette, mais personne, dans tous ces programmes où l'on étudie ce phénomène depuis des années, des gens bien plus intelligents que moi, ne connaissent la réponse avec certitude. J'ai parlé à des gars de la marine qui pensent que, dans certaines zones des grands fonds marins, il pourrait y avoir quelque chose là-bas, qu'ils sont ici, et je ne sais pas depuis quand ils sont là. Un autre point qu'il faut souligner, c'est qu'à chaque fois qu'on dit qu'on va faire de la rétro-ingénierie, ou peu importe comment on appelle ça, sur ces engins, je dis toujours que ce serait comme si, moi je fais de la moto, mais si tu prenais une Indian ou une Harley, et que tu la montrais aux gens qui sont arrivés ici sur le Mayflower, tu vois, ils verraient un objet brillant et rutilant. Ils pourraient la polir, tu vois, ils pourraient. Ils pourraient réussir à la démarrer, j'en doute. Ils ne sauraient pas comment la réparer.
Ils ne pourraient pas mettre de carburant dedans. Ils n'auraient même pas la capacité d'y mettre du carburant. Je pense juste qu'on gratte à la surface de quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, et c'est pour ça que ça prend un temps fou. Mais ils savent que le premier qui percera ce secret, c'est fini. Je veux dire, c'est l'énergie, c'est la puissance, c'est tout. Et je m'inquiète aussi que, si ça tombe entre de mauvaises mains, ils le fassent. Ils le cachent au reste d'entre nous parce qu'ils sont tellement investis dans les sources d'énergie qu'on a ici, que leurs copains milliardaires vont en profiter, et ils ne peuvent pas se réorganiser parce qu'ils savent qu'une fois que c'est sur Internet, c'est fini. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts qui tournent autour de ça, et c'est aussi pour ça que la volonté de discréditer les gens est aussi rapide. Je pense qu'ils se contentent de les pointer du doigt et de lâcher les chiens sur eux. Et ça me dégoûte. Il y a un prix à payer pour ça aussi. Les Russes et les Chinois essaient aussi de comprendre tout ça, mais ils n'ont pas le même genre de stigmatisation. Ils disent à leurs meilleurs scientifiques et ingénieurs, allez-y, travaillez dessus. Et ils le font depuis très longtemps. Ils ont peut-être une longueur d'avance sur nous. Ici, nos meilleurs scientifiques et ingénieurs ne travaillent pas dessus parce qu'on leur a dit que c'était des bêtises. La stigmatisation est très réelle pour des gens comme ça. Je suis d'accord. Monsieur Nusatelli, quand vous avez entendu le témoignage de M. Knapp qui parlait du fait que ces missiles avaient été désactivés ou activés en Russie, est-ce que ça ne vous rappelle pas, quand vous entendez ces histoires, l'événement qui s'est produit sur votre base? Absolument. Il existe de très nombreux témoignages d'incursions de ce type. Je crois que dans les années 60, nous avons eu une incursion similaire en Nouvelle-Angleterre. Et la même chose s'est produite. Il y avait ces objets qui survolaient la base à basse altitude, à 60 mètres au-dessus de la base. La police de sécurité était là. Ils faisaient décoller des chasseurs, puis les objets s'envolaient tout simplement, et ça a duré des semaines. Donc, les archives historiques montrent qu'il y a un schéma. Nos installations sont visitées par ces engins. Ils arrivent, font ce qu'ils ont à faire, puis repartent, et nous ne savons pas comment réagir. Nous ne savons pas comment protéger l'installation, c'est pour ça que nous sommes ici. Quand vous avez entendu parler pour la première fois et que vous deviez faire des rapports sur ces incidents qui étaient observés par d'autres personnes, est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous-même pensiez que c'était vrai avant de le voir de vos propres yeux? Ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé pendant des années, avec qui j'ai été déployé. J'ai assisté à certains de leurs mariages. Ce sont des gens avec qui je travaille tous les jours de ma vie. En général, quand ces événements se produisaient, nous étions tous ensemble. Il y avait 40, 60, parfois 100 personnes de service pendant ces rencontres. Vraiment? Oui, tout le monde voyait ça en même temps. Oui, ces rencontres se déroulaient pendant que nous étions de service. Et nous réagissions et enquêtions en temps réel au fur et à mesure qu'ils se produisaient. Et comme vous l'avez dit, l'importance de votre opération était très importante. Parce qu'ils ont dit que c'était la recherche la plus importante depuis 25 ans, la recherche que vous meniez. Pour ce lancement particulier, nous en avions 500. 500 policiers de l'armée de l'air surveillent le lancement. 500 personnes. C'est quasi critique. Ouais. Mais si cette chose était apparue, nous n'aurions rien pu faire pour l'empêcher d'apparaître. Très rapidement, pouvez-vous redécrire la taille et dire si vous avez entendu quelque chose ou non? C'était quelle taille, à peu près? Les deux objets carrés étaient au moins aussi grands qu'un terrain de football. Lors de la deuxième rencontre, ils pensent que c'était bien plus grand qu'un terrain de football. On parle des bâtiments volants construits. L'objet que j'ai vu faisait environ 10 mètres de diamètre. Et pour confirmer, vous n'êtes pas la seule personne à avoir vu cela? C'est exact. Je crois qu'on m'a aussi dit qu'il y avait eu des signalements à ce sujet dans un rapport de police de la région. Pouvez-vous le confirmer? Oui, c'est la documentation que j'ai conservée depuis l'événement d'origine et que j'ai transmise à Arrow et au FBI. Bright light in the night.